Avoir la paix pour tourner une vidéo, c'est compliqué. Très compliqué. Je suis devenue maman à plein temps. Cette chose que vous voyez devant vous est une loutre. Cette chose que vous voyez devant vous est un loup. Et ensemble, nous formons une famille. Pete aussi fait la famille. Viens, hop, elle vient. Enfin bref, normalement dans une famille on s'écoute, on essaye de se tolérer, tout ça, mais ces petites gargantuesques décident de mettre leur brouhaha parce que quand maman rentre du travail, c'est la fête du string, donc on s'éclate. Donc si jamais vous entendez plein de patounettes comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, les petits ont dégainé leurs meilleures armes. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie et enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui pourtant n'est pas censée donner le sourire puisque j'ai envie d'entamer avec vous la fameuse partie de l'année obscure de 2020 en termes livresques que j'entends, c'est-à-dire mes déceptions. Et du coup j'en ai ressassé 6, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des degrés de différence entre ces fameuses déceptions. Il y a du petite déception, du larmichounette, mais je voulais vous en parler, et du high level, voilà. Petit aparté, on est seulement le 2 février quand je tourne cette vidéo-ci, et je peux vous dire qu'en janvier, j'en ai eu une belle de déception, hein. Moi qui en attendais de ce titre, qui l'avais vu tourner partout quand il est sorti en anglais, en VO, bah... I don't understand, hein. Donc j'espère pouvoir vous en reparler vite fait dans un update lecture parce que je sais que vous êtes assez curieux d'entendre mon avis à son sujet, mais le teasing va s'arrêter là, vous n'aurez pas le titre ni un indice. Bon, la couverture est bleue, voilà, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, et du reflet. Mais je ne dirai rien de plus parce que les Kimichou sur Instagram sont au courant, et ouais, je fais les fards avec mes yeux. Étant donné que je suis dans un bon gros mood de faire la folle plein de conneries, hein, on va entamer tout de suite cette vidéo-ci. Et le dernier que j'ai mis dans cette liste-ci, tout bas du tableau, et bien c'est ce petit livre-ci. C'est La fille qui pouvait voler de Victoria Forster, publié aux éditions Lumen. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup mon avis le concernant durant cette année 2020, mais en fait on suit l'histoire de Piper McNimbus, une petite fille qui a la particularité de pouvoir voler. Sauf que même si elle en est fière, ses parents ont terriblement peur du regard des autres, de ce que ça va pouvoir attirer comme personne, des journalistes, de la méchanceté, etc. qui la brident. Ils la coupent de tout le monde, pas d'école, pas d'amis, tu caches tes pouvoirs jusqu'au jour où en fait Piper va les utiliser devant tout le monde et finalement elle va se faire accoster par une espèce d'école, d'organisation où du coup on va l'envoyer pour qu'elle apprenne à gérer ses pouvoirs avec d'autres personnes qui en ont plein de pouvoirs différents et c'est super intéressant ce point de vue là. C'est un petit peu un Harry Potteresque, hein, très clairement, on le sait. Mais ce qui m'a un petit peu déçue, parce que je l'ai trouvé génial, sinon vraiment je l'ai trouvé génial, j'ai passé un très bon moment de lecture, la petite Piper je l'ai trouvée mignonne au possible, etc. Mais il y a deux bémols. Le premier, c'est que c'est de la jeunesse, hein. Vous ne faites pas avoir comme moi, parce que pour moi c'était pas aussi jeunesse que ça. Pour moi c'est à partir de 9 ans ce livre aussi, je pense très clairement que c'est à partir de 9 ans. Donc de ce fait, c'est pas du tout la même chose qu'à partir de 12 ans ou même plus. Donc vous avez tout ce raisonnement d'une petite fille, ce raisonnement d'un enfant qui essaye de se construire, qui essaye d'avancer, d'accepter le regard des autres, etc. Et forcément quand en tête vous n'avez pas ce jugement là, vous n'avez pas cette appréciation d'une petite fille de 9 ans parce que vous pensiez que c'était vraiment pas le cas, et bien vous tombez de haut parce que vous dites mais mince en fait il y a un quoi, qu'il y a une coquille, je comprends pas. Et la coquille c'est que j'étais mal renseignée et je ne suis pas la seule parce qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé comme défaut que c'était trop jeunesse et je trouve que c'est un défaut qui est à tort dans la mesure où c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération avant d'entrer dans un livre, chose que malheureusement eh bien je n'ai pas faite. Mais de surcroît le défaut qui m'a le plus gênée pour moi c'est le manque d'exploitation de l'univers. On nous construit un univers très intéressant dans l'école où les enfants ont beaucoup de pouvoirs divers et variés, bien sûr des petites rivalités, des petites choses, et en fait j'ai adoré ce côté de l'histoire, c'est ce que j'ai préféré et j'ai trouvé que ça a été très vite bâclé. J'aurais tellement aimé rester plus longtemps dans cette école, si vous saviez, j'étais tellement bien là-bas avec Piper, avec tous ses camarades de classe, même son camarade un petit peu tordu dans sa tête dont j'ai omis le nom mais qui est assez important dans l'histoire. Ils avaient tous une petite place dans mon cœur quand j'étais dans ce récit-ci et ça m'a vraiment torturé l'esprit de devoir les quitter aussi rapidement. Et puis la fin arrive vraiment en un claquement de doigts aussi, c'est très abrupt et c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Voilà, il faut savoir que s'il est encore ici, c'est pas parce que c'est un service de presse, même mes services de presse je m'en sépare, que ce soit pour des concours, des boîtes à livres, etc. Je ne les garde pas spécialement parce qu'on me les a offerts.
bien que offert est un terme un petit peu alambiqué hein, dans la mesure où c'est un outil de travail, mais enfin bref, on va passer là-dessus. Mais le fait est que je vais les garder dans la mesure où en fait c'est une saga et que le tome 2 sort en mars prochain chez Lumen. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit ok, j'ai vraiment bien fait de le garder et je veux vraiment continuer à donner une chance à cet univers qui est totalement féerique et magique. J'ai envie de continuer d'évoluer avec Piper en espérant que elle puisse retourner à l'école, qu'il va se passer des petites choses, etc. J'ai pas du tout lu le résumé parce que vous savez que Lumen et moi en termes de résumé on n'est pas franchement des copains et on se serre pas la main, voilà. Mais il y a que ça, sinon j'aime beaucoup la team Lumen, vous en faites pas. Mais du coup quand j'ai vu qu'il y avait ce tome 2 qui arrivait, je me suis dit ok, je ne savais pas que c'était une saga, ça va me faire plaisir, je vais voir ce que ça va donner et après ça je prendrai vraiment ma décision concernant ce roman. En 5e position, j'ai décidé de mettre... Eh ben vous l'avez vu. J'ai décidé de mettre un livre dont je vous ai parlé très récemment en update lecture, c'est The Makepeace Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch, le tout publié chez La Martinière Jeunesse. Alors non, je suis pas genre une grosse patate tombante comme ça, c'est juste que j'ai réglé ma caméra un petit peu basse. Donc du coup ça fait une vue en contre-plongée, donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc ne croyez pas que je me tiens comme un gros cacaboudin, c'est juste que si je me tiens trop droite je vais sortir du champ de vision, ça va pas être ouf, puis j'ai pas envie que ça vous fasse bugger les yeux, que je change de cadre, alors on se contentera de celui-ci pour cette vidéo. Je vous en ai parlé dans mon tout dernier update lecture, mais je vais vous faire rapidement un synopsis parce que je me doute bien que tout le monde ne connaît pas tous mes updates, ne les écoute pas tous, ou au bout d'un moment on oublie, hein, tout simplement. Et dans cette histoire on va suivre deux demoiselles. Vous avez tout d'abord Audrey qui est une américaine et qui du coup va venir étudier à Illuminate Hall. Sauf qu'à Illuminate Hall, ce qui s'est passé notamment l'été dernier, on a retrouvé une demoiselle qui est morte, tombée de la falaise, a été retrouvée du coup dans l'eau, notamment avec une marque de corbeau, non pas à l'encre indélébile mais tracée à la va-vite au marqueur. Et l'année suivante, Audrey arrive donc dans cette école et il y a également Ivy. Ivy est là depuis bien longtemps et c'était une très bonne amie de la personne qu'on a retrouvée décédée malheureusement. Elles vont pas du tout être copines, hein. Audrey c'est l'américaine pétée de sous-sous qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait mais qui fuit un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Et à côté de ça, Ivy c'est la fille qui est vraiment très renfermée, qui ne s'ouvre que très peu aux gens ou alors par certaines personnes par choix comme son petit ami par exemple, mais voilà c'est vraiment la fille casanière par excellence. Et en fait l'une et l'autre vont décider finalement de devenir un petit peu copines parce qu'elles n'ont pas le choix, hein. Elles vivent ensemble dans la même chambre pour commencer et ensuite elles vont se poser toutes les deux des questions concernant cette fameuse pie noire et le fait corbeau noir pardon, et surtout le fait que est-ce que c'était vraiment un accident en fait ce décès? C'était ça la question, le truc qu'il fallait essayer d'élucider dans cette histoire-ci. Donc en fait c'est un espèce de thriller young adulte, tout simplement. Et moi ce qui m'a désolée dans cette histoire, même si j'ai réussi à bien m'attacher au personnage, bon Audrey un petit peu moins mais Ivy je l'ai compris plus facilement que l'autre personnage, au-delà de ça c'est l'enquête en elle-même. Ça avance pas, ça n'avance pas, on piétine et on a dans les dernières lignes des informations qui font que ça va titiller votre curiosité si vous le savez qu'il y avait un tome 2. Voilà, parce que c'est une saga et je ne le savais absolument pas au moment de ma lecture et je peux vous assurer que je suis restée le cul posé sur la chaise, la bouche grande ouverte en me disant mais qu'est-ce pas ça, pourquoi cette fin, il manque des trucs là, il manque des pages. Et en fait non, c'est une saga puisqu'une fois que j'ai fouillé sur internet, et j'ai réussi à avoir l'information. Mais ça c'est vraiment dommage que la maison d'édition ne l'ait pas dit. Quand il n'y a pas des petits chiffres, des numéros 1, des choses comme ça, le lecteur ne le sait pas. Et du coup le lecteur s'attend à une histoire de A à Z de but en blanc, ce qui n'était absolument pas le cas, vous vous en doutez sûrement. Mais au-delà de ça, même si c'est une saga, je comprends pas l'intérêt de faire autant traîner cette histoire, cette enquête. C'est vraiment très long, les indices nous sont donnés à droite, à gauche, tout doucement, on n'est pas pressé, mais bien sûr qu'on est pressé. Il y a peut-être quelqu'un qui a été assassiné et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont l'être, hein. Surtout qu'on nous laisse supposer, vu la fin de cette histoire, que tout n'est pas encore fini. Donc, pourquoi tu m'as fait traîner tout ça en longueur en fait? Ton fameux cliffhanger, t'aurais pu me le mettre bien plus tôt et en mettre un autre à la fin si t'avais réussi à donner un petit rythme, quelque chose qui fait que c'était un petit peu plus Pépin avec du peps. Pépin n'existe pas, mais je l'invente. Vous connaissez le dico de Kimi, un peu plus pépin, voilà. Donc du coup malheureusement c'est ce qui en a fait une déception pour moi et pour ma choupette Alison puisqu'on l'avait lu en lecture commune. Moi je me suis dit peut-être qu'au vu de la fin du 1, je m'achèterai la suite pour voir un petit peu
qu'est-ce que c'est que cette McPhee Society en réalité. Je peux vous dire que Alison elle a dit Yetas bananas, moi je m'arrête là. Donc pour vous dire, ce n'est pas que mon avis sur ce livre qui est ainsi. Alison est bien plus tranchante que moi là-dessus. Et c'est pas pour rien, voilà, on est deux personnes à l'avoir lu ensemble, les deux pensent la même chose. J'espère que de votre côté, si jamais vous l'avez lu, vous n'êtes pas aussi déçus que nous puissions l'être. Mais bon, est-ce que j'achèterai le 2 ou pas? Pour l'instant, je suis pas sur un non catégorique. Mais disons que c'est pas le livre sur lequel je vais me jeter dessus à sa parution. Très clairement, vu de ma déception du tome 1, ça paraît logique. Vous aurez sûrement remarqué mon léger décalage de fesses, c'est parce que je n'ai pas le titre en ma possession, je l'ai prêté. Et en 4e déception cette année, j'ai envie de vous parler de Midnight Sun. Midnight Sun, vous savez, c'est issu de la saga Twilight et c'est l'équivalent du tome 1 du point de vue de Edward Cullen, le protagoniste masculin. Moi, je n'ai jamais lu les Twilight. Donc du coup, en termes d'écrit, c'était vraiment la première fois que je plongeais dans cet univers. Je parle d'écrit, parce que bien sûr que j'ai signé tous les films qu'il y a eu sur cette saga. Quand j'étais plus jeune, j'en étais un petit peu accro. Mais on ne va pas le dire puisque maintenant je suis vieille, je ne suis plus accro. N'est-ce pas? Au-delà de ces bêtises, j'étais très hypée parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce changement de point de vue qui pour moi peut vraiment redonner du souffle à une histoire qui est terminée et puis qui peut donner un petit peu plus de paillettes et refaire sortir de très bonnes émotions auprès des personnes qui l'ont lu plus jeunes et qui malheureusement ont été tristes de quitter cet univers-ci. Donc ce que vous comprenez n'était pas spécialement mon cas en termes de littérature. Par contre, vous savez, ou peut-être pas, mais du coup je peux pas vous le montrer, que c'est un pavé. Il est énorme ce bouquin. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'ils ont pu quasiment doubler le nombre de pages de ce livre-ci par rapport au tome 1 initial de l'histoire? Le fait est qu'ils ont bien réussi à le faire dans la mesure où, oui, c'est pas gênant, le chiffre est plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'on a le droit à toutes les pensées de notre cher Edward Cullen. Je vais pas vous faire le topo de Twilight, mais vous savez que Edward en fait peut lire dans les pensées. C'est un vampire, il peut lire dans les pensées des autres. Ce n'est pas tous les vampires, c'est sa particularité à lui. Et le fait est que du coup, le récit se voit gavé, rallongé par toutes ses pensées. Il y en a qui sont intéressantes. Il y en a qui pour moi ont apporté du plus parce qu'en fait ça nous a permis de comprendre ce lien qu'il avait tissé avec les Cullen. Il faut savoir qu'à la base les Cullen ne sont pas du tout une famille de sang, c'est un mec et sa femme qui ont adopté des personnes à droite à gauche, des vampires délaissés pour faire une grande et belle famille unie, tout simplement. Donc ce ne sont pas une famille de sang, mais c'est une famille plutôt par les liens d'amour qu'ils entretiennent. Et le fait est que j'ai trouvé très intéressant de découvrir comment ces liens se sont tissés, d'en apprendre un petit peu plus sur leur rencontre, etc. etc. Ça vraiment, ça m'a beaucoup plu. Mais il y a des trucs, qu'est-ce que c'était long. La période à l'école, avant que Edward ne rencontre Bella. Ça va aller, on se tient, ça va aller. La période de la chasse, parce que vous savez qu'il y a une chasse dans ce récit. Ah là, ça allait plus. J'en avais là, voilà, j'en avais vraiment là. J'ai mis du temps à le lire parce que en fait je n'appréciais pas cette longueur. C'est pas rédhibitoire pour moi qu'un récit soit lent, mais il faut à ce compte-là que ce soit bénéfique pour l'histoire. Et pour moi, il y a au niveau du rapport pourcentage de bénéfique et de moins bénéfique, on est vraiment dans du bas de l'échelle. Voilà, pour moi ça n'a pas été bénéfique de faire ce point de vue là dans la mesure où il y avait beaucoup trop de lenteur et de longueur. Voilà, mais je pense que ça s'ira aux personnes qui ont passé un excellent moment durant leur jeunesse avec cette histoire, qui ont vécu beaucoup d'émotions fortes, qui ont passé des nuits blanches à lire les histoires des Cullen, d'Edward et de Bella, etc. Ça j'en suis sûre et certaine. Pour moi il est peut-être un petit peu plus destiné aux puristes qui verront moins ce mal-être-ci que moi j'ai eu durant cette lecture. En 3e position, j'ai donc envie de vous parler d'un service de presse. Et oui, c'est pas parce que c'est un service de presse que c'est forcément un livre que j'apprécie et que c'est forcément un livre dont je ne vais dire que du bien. Vous le savez peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui a pour importance de garder son intégrité. Sans cela, je vois pas l'intérêt d'avoir un partenaire et de parler de quelque chose si ce n'est pas ce qu'on pense. Très clairement, si je vous racontais des sottises, vous le verrez à 10 km, je suis pas très douée pour ça. Mais du coup, j'ai eu une belle déception malheureusement avec ce titre-ci, qui est donc les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga, c'est le premier tome de celle-ci. Et le fait est que, ça manquait encore une fois de mordant et de peps.
Dans cette histoire, on suit le petit Ichiro qui a été abandonné malheureusement et qui a été recueilli par un samouraï. Il va donc l'élever comme tel et notamment l'initier à cet art martial jusqu'au jour où il va se passer quelque chose de catastrophique qui fait que Ichiro va devoir fuir et affronter son destin. Sauf que comment vous voulez vous en sortir quand vous êtes un petit garçon seul, vous devez trouver votre nourriture, trouver de quoi vous réchauffer, etc. etc. En ça a été très dur, ça a été très poignant, bouleversant, le pauvre petit qui dormait dehors, qui avait froid, qui était obligé de voler des petits trucs à manger sur des tombes à droite à gauche, sur des temples parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ça m'a coupé la chic hein, dans le sens où j'étais vraiment bouleversée pour ce petit loulou parce que l'écriture de Camille Monceau fait qu'on ressent ce genre de choses, il n'y a pas cette froideur ou cette pudeur qu'il peut y avoir parfois avec des personnes notamment plutôt japonaises. On le sait, hein, c'est pas une critique de ma part que voilà, les japonais selon moi sont un petit peu plus froids et distants, tout simplement. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pas d'arrière-pensée là-dessus. Le fait est que Camille Monceau a fait un travail remarquable sur la recherche, sur l'histoire de cette époque. C'est hyper bien utilisé, vous avez beaucoup d'informations sur les samouraïs, sur les clans, sur les guerres, etc. On sent que derrière ça, elle a été fouillée dans des livres, dans des bibliothèques, sur internet, partout où elle a pu je pense pour trouver ces informations et là-dessus je lui tire mon chapeau. Que ce soit sur sa plume que j'ai beaucoup aimé ou sur ses recherches qui m'ont appris beaucoup de choses quand j'ai lu ce roman, et bien ça c'était incroyable. Par contre, une fois que Ichiro devient tout seul dans une grande ville, je m'attends à des choses. Je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action, à ce que Ichiro commence sa vie, à ce qu'il rencontre des problèmes dans celle-ci. Le fait est que ça n'avance pas. Voilà, on piétine, on piétine. Au début de cette histoire, Ichiro est un petit garçon auquel on essaye d'apprendre l'art du samouraï. Il se passe quelque chose, il est obligé de fuir. Et à la fin du tome 1, on est sur un équivalent de... Il essaye de prendre sa vie en main et de trouver des petits jobs, de faire ceci, de faire cela. Ouais, mais... tu peux pas m'en donner un peu plus, hein? Parce que là, il m'en manque. Et en fait, très clairement, pour moi, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il n'y avait pas cet entrain, il n'y avait pas cet engouement. Quand je fermais le livre et que je devais y retourner, et bien très clairement, je devais me forcer pour être 100% honnête avec vous. Et je peux comprendre la lenteur du récit afin d'expliquer un petit peu ce que ressent Ichiro, afin d'expliquer les péripéties qu'on peut vivre quand on vit dans la rue, quand on est orphelin, quand on est tout seul, abandonné, les traquenards et la malveillance des personnes qui nous entourent. Et pourtant, dès qu'on nous tend un geste, on se dit qu'il y a quelque chose derrière. Je comprends le fait que Camille Monceau ait voulu mettre tout ça en avant, mais pour moi, à trop vouloir mettre des choses comme celle-ci en avant, et bien ça a pénalisé le roman. J'espère que j'étais bien audible pour celui-ci parce que, bah ouais, vous pouvez venir me faire des bisous, mais quand on aboie, ça va pas. Non, ça ne va pas. On est d'accord, les Kimichou? Allez-y, engueulez la loutre tant qu'elle est là. Allez-y. Je ne pensais pas du tout que cette vidéo allait être aussi longue, mais je me rends compte que j'ai beaucoup à dire. On va passer du coup à ma deuxième déception. Et là, ça va être compliqué de vous en reparler parce que je l'ai totalement occulté dans la mesure où ça m'a dégoûté. Je peux vous dire que le titre, c'est Nocturne de sang. Donc je vais refaire un décalage de fesses, voilà, pour que vous puissiez voir la couverture. C'est un service de presse que j'avais eu via la plateforme Simplement Pro. D'ailleurs, je crois en toute transparence que la maison d'édition n'avait pas tellement apprécié mon retour négatif. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, il faut en prendre compte. Je suis pas quelqu'un qui dit c'est nul et puis c'est tout. Je suis quelqu'un qui développe tout de même. Mais pour eux c'était pas assez développé. Mais je pense que de toute façon ils sont juste pas appréciés, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais peu importe. Dans cette histoire, de ce que je me souviens, on va suivre à peu près 3 personnages. Vous avez un pédophile, pour commencer. Vous avez sa dernière victime qui a réussi à s'enfuir et qui du coup a fait que ce monsieur est en prison. Et à côté de ça, vous avez 2 frangins dont on ne sait quasiment rien. Et on va suivre cette histoire des années et des années plus tard, puisque la petite fille qui est la dernière à avoir survécu à ce pédophile, eh bien est adulte et en plus de ça est maman. On voit bien qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, que c'est assez compliqué pour elle et j'en passe et j'en passe. À côté de ça, les 2 frères, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il me semble qu'il y a l'un d'eux qui est dans un hôpital psychiatrique ou tout du moins il est dans un hôpital clos, quelque chose comme ça. Et il y a une particularité, il voit des choses etc. Enfin on le prend pour un fou mais je suis pas sûre qu'il soit totalement fou en réalité si je me souviens bien. Et on suit le pédophile qui du coup est censé mourir bientôt, tout simplement. Et en fait il va recevoir la visite d'un être surnaturel
qui lui propose, je crois, de devenir vampire en échange de quelques services. Et lui, il n'aspire qu'à une chose, c'est de se venger de cette... Voilà, parce que c'est le mot qui dit, c'est P-as, voilà, ok. Vous voyez un petit peu où on en est, parce que pour lui, s'il croupit en prison, c'est de sa faute, il veut remettre la main sur cette demoiselle. Et en fait, au début, le côté pédophile, c'est pas ce qui me gênait le plus. Je suis sensible aux enfants, attention, ça c'est un sujet un petit peu compliqué pour moi, mais je me suis dit que si c'est bien traité, ok, ça va me bouleverser, ok, ça va être poignant, ça peut être dévastateur, mais j'ai envie de voir quelles sont mes limites en termes de littérature, etc. Et en fait, la limite n'était pas au fait que ce soit un pédophile. La limite était dans comment est-ce qu'on présente le pédophile. On avait beaucoup de pensées de celui-ci et très clairement, pour moi, la manière dont ça a été exploité a totalement desservi le roman. C'est le seul roman que j'ai abandonné de ma vie, il faut le savoir. Tout simplement parce que pour essayer de montrer ce que pensait cette personne, c'était de la vulgarité sur de la vulgarité dans tous les sens du terme. En fait, dès qu'il voyait une femme, il disait qu'est-ce qu'il va lui faire, etc., etc. Je ne peux pas vous dire les mots sur internet, tellement c'est déroutant, c'est vraiment déroutant. J'étais tellement mal, j'avais mis sur Instagram à ce moment-ci ce qui était dit et j'avais des retours de personnes qui me disaient non mais c'est choquant quand même ce qui est écrit, enfin c'est pas possible. Je peux comprendre qu'on mette un petit peu de trash et de vulgarité parce que ça reste un pédophile, voilà, je l'entends, mais là c'était du sale pour faire du sale et pour moi ça a desservi le récit et c'était devenu écœurant. On avait même un sujet autour des règles et de ce qu'ils pensaient de ça, enfin c'était oh, j'ai pas bien, mais vraiment j'ai pas compris pourquoi l'auteur a fait ça. J'ai pas compris. Comme je vous dis, c'était plus intéressant pour moi de travailler sur la psychologie du personnage que sur il pense des choses abjectes, vulgaires, machin. Il y avait une façon de faire les choses par touche. J'aurais pas dit, ça aurait entretenu son côté complètement barré. Mais là, non. Là, non. Par contre, quand j'ai vu les avis, notamment sur Livre Addict, beaucoup l'ont apprécié. Donc est-ce que c'est moi qui fais un blocage sur ce genre de paroles ? Je ne sais pas. Hein. Le fait est qu'il y avait en 2 pages, il y avait que des paroles comme ça d'un coup. Là j'y ai, c'est bon. Là voilà, c'est bon. Je veux bien faire des efforts mais ça c'est impossible. Et vu comment vous êtes beaucoup à avoir réagi à ces propos-ci, je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Mais au moins vous êtes prévenus si jamais il vous intéresse. Peut-être que derrière c'est encore plus intéressant. Je sais qu'il y a une autre personne avec qui j'en parlais, qui l'avait reçu en SP et qui l'a lu et qui me disait de son point de vue à elle, elle me dit bah tu sais moi j'ai continué. Pour moi t'as pas loupé grand chose. Mais voilà, si vous voulez vous en faire votre propre avis, comme toujours les miens ne sont que subjectifs. Je vous propose du coup de terminer avec The Deception. Alors vous allez me dire mais Kimi pourquoi t'as pas mis celui-là que t'as abandonné en première position? Eh bien tout simplement parce que c'est pas parce que je l'ai abandonné qu'il n'avait pas du potentiel quelque part. Et celui-là qui est entre mes mains avait un potentiel, ça c'est sûr et certain. Mais alors je suis désolée du propos que je vais employer, mais pour moi c'est un navet. Voilà, très clairement c'est un navet. Il s'agit du coup de 7 mensonges de Elizabeth Kay, publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Il faut savoir qu'en plus qu'il avait un macaron, parce que je sais plus s'il avait gagné un truc ou qu'il était nominé pour quelque chose. Le fait est que je ne suis plus sûre de cela. Mais déjà moi ce qui m'a attirée, je me suis dit 7 mensonges, vous avez ce tourbillon qui vous illustre très bien le fait que quand on dit un mensonge qu'on veut pas révéler, bah ça en découle un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à 7 mensonges qui sont du coup rangés en termes d'onglets. Et j'ai trouvé justement cette présentation éditoriale vraiment super intéressante. Dans cette histoire, on va donc suivre Jane et Marnie, qui sont comme 2 sœurs, meilleures amies depuis toujours. Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, enfin c'est un truc incroyable. Et en fait le fait est qu'un jour, Jane va dire un mensonge, puis 2, puis 3. Et en fait le fait que le premier mensonge ait eu lieu, en découle le meurtre du mari de sa meilleure amie. Voilà, pour faire très simple, elle aurait fermé sa bouche sur ce premier mensonge, il n'y aurait pas eu le deuxième, il n'y aurait pas eu le troisième, enfin bref, sa meilleure amie aurait toujours son mari au jour d'aujourd'hui, tout simplement. Et on va du coup suivre l'histoire de ces 2 demoiselles au travers notamment de Jane qui confesse chacun de ses mensonges. En fait, on est à ce moment où elle nous révèle qu'est-ce qui s'est réellement passé de son point de vue au travers des 7 mensonges qui ont conduit finalement à la détérioration de cette relation. Voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, je me suis dit, il y a un potentiel énorme, ça peut vraiment être très intriguant, palpitant, je me vois vraiment continuer d'avancer les pages, de limite les arracher, les dévorer. Mais non, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi ce roman est un peu plus vraiment
sur la psychologie de Jane, parce qu'on se rend compte très vite que Jane n'a pas des intentions saines envers sa meilleure amie, où elle est très possessive, jalouse, maladive, égoïste, enfin elle est à elle ne peut pas être à quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible, voilà. Et en fait ce que montre ce roman, c'est que chaque bébé mensonge en entraîne d'autres plus gros. Même si on commence par dire tu vas bien, oui oui ça va, c'est un mensonge à la noix de coco, alors qu'en fait vous allez pas bien, vous avez je sais pas votre règle, une migraine, machin, c'est un mensonge à la noix de coco, mais ça peut en découler d'autres par la suite. Et c'est ce que montre ce roman. Mais c'était tellement plat, c'est franchement pour moi c'est tiré par les cheveux cette histoire, dans la mesure où ça ne peut absolument pas se passer comme ça dans la vraie vie. Avant d'être coupée, je ne sais plus où j'en étais. Je vous disais que le souci pour moi c'est que ça ne peut pas être vrai, dans la mesure où dans la réalité ce genre de choix ne va pas se faire, ce genre de comportement, enfin c'est tellement à des années-lumière de ce qu'on va vraiment faire dans notre vie que du coup j'ai pas réussi. Peut-être que j'étais trop terre à terre avec cette histoire, mais le fait est qu'il n'y avait aucun peps, que les mensonges n'apportaient à rien et que l'histoire tournait en rond, tournait en rond. Alors soit la mort du mari de sa meilleure amie arrive relativement vite, mais ce qui se passe avant c'est plat, c'est long, ce qui se passe après c'est plat, c'est long. Et la fin, non mais non, on arrête les bêtises là, on arrête, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Moi ça l'a pas fait, voilà. Vous l'avez remarqué, ça n'a vraiment pas matché avec moi pour toutes ces raisons dont je vous ai énumérées, pour ce manque de réalisme alors que c'est quand même un thriller. Et c'est pas du tout un thriller fantastique, fantasy ou quoi que ce soit, non, c'est un thriller plutôt contemporain dans le style où vraiment c'est des choses qui peuvent arriver dans notre vie de tous les jours. Et j'ai pas trouvé ça vrai, j'ai trouvé que ça manquait de mordant, ça manquait de peps, de réalisme, etc. Et ça m'a tellement fait décrocher de mon histoire. Enfin, des fois les mensonges on les voyait même pas tellement ils étaient minimes. Et je suis désolée, même si vous voulez montrer que chaque petit mensonge peut entraîner un autre plus gros jusqu'à entraîner un truc très très grave, mais soyez plus précis et pointez plus du doigt ce genre de choses, parce que non, je sais pas où il est passé hein, ce mensonge, je le vois pas, Enfin non, au bout d'un moment, ça l'a absolument pas fait. J'ai regardé un petit peu comme toujours sur Livre Addict, les avis rejoignent très clairement ce que je viens de vous dire. Voilà, donc vous pouvez bien sûr vous en faire votre propre avis, ce que je vous invite toujours à faire. Mais personnellement, je passe mon tour. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aiguillé vers des lectures que vous avez peut-être envie de découvrir, parce que finalement les torts que moi j'ai à leur reprocher, et bien c'est des choses que vous appréciez, ça va titiller votre curiosité, ou tout au contraire vous avez un petit peu ce même raisonnement que le mien et finalement vous dites ok, vu comment Kimi elle pense ce qu'elle pense de ce livre et que actuellement on a le même style de lecture, on apprécie les mêmes choses, si ça l'a pas fait je sais que ça ne le fera pas, peu importe. Le fait est que pour moi je suis là pour essayer de vous aiguiller et de toujours vous donner mon avis personnel qui est donc très subjectif pour vous, il ne faut pas l'oublier. N'hésitez pas à me partager quelques-unes de vos déceptions pour qu'on puisse s'entretenir là-dessus. Ça se trouve ça a été des coups de cœur pour moi, je ne sais pas, et je trouve ça intéressant de pouvoir en dialoguer tous ensemble. N'hésitez pas si vous le souhaitez à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires, je suis toujours présente. Quand il y a des questions j'y réponds, quand j'ai envie de répondre parce que j'ai envie d'apporter quelque chose en plus à ce que vous m'avez dit, je le fais, ou au moins je vous lis tous et je vous mets un petit cœur parce que finalement c'est le minimum que je puisse faire pour vous remercier, tout simplement. Donc d'ici la vidéo de dimanche qui sera du coup un reading vlog, ça fait super longtemps que je n'en ai pas mis sur la chaîne, je vous fais tout plein de gros bisous. Il y en a une qui veut se faire pardonner parce qu'elle a fait caboyer. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Petit aparté, on est seulement le 2 janvier au moment où je tourne cette vidéo et janvier, non mais non, on est en février grande. Réveille-toi. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Oh, Kimberly apprend à causer s'il te plaît. Je vous en ai parlé dans mon tout dernier update lecture. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Mais Kimberly, concentration. Ça va le faire. De la falaise, pas la valaise, parce que le jour où la valaise elle existe, je sais pas ce que c'est, hein, un mélange de val et de falaise, qu'est-ce que ça donne? Rien. On arrête d'inventer des mots, Kimberly, s'il te plaît. En première tête. Et non mais moi et mon dico, on va être chargé à bloc là. D'ici la fin de l'année, je vais vous faire une bibliothèque, c'est pas possible. En première tête. Oh mon dieu.